Aujourd'hui, Granit Rose, le mag, vous invite dans le monde légendaire du roi Arthur. Comment le roi Arthur a marqué la Bretagne avec sa légende qui fait encore vibrer nos cœurs aujourd'hui. Plongez avec nous dans cette légende plus vivante que jamais. Si je vous dis roi Arthur, vous pensez tout de suite à Excalibur, Camelot, la table ronde. Oui, l'imaginaire s'emballe. Et on pense instinctivement à la Grande-Bretagne. Exactement, aux collines brumeuses, tout ça. Mais si je vous disais que la partie la plus magique de la légende, en fait, elle a pris racine juste ici, de notre côté de la Manche. Au cœur de la Bretagne armoricaine. C'est ça. Et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Ah, c'est un sujet passionnant. On va s'appuyer sur pas mal de choses. Les textes médiévaux, bien sûr, mais aussi des analyses d'historiens et même des documents plus récents sur le tourisme, la culture. L'idée, c'est de comprendre comment un mythe a pu à ce point s'incarner dans un paysage, démêler un peu le personnage historique, s'il a existé, de la construction littéraire. Et de son appropriation en Bretagne jusqu'à faire de la forêt de Pimpon la fameuse Brocéliande. C'est tout à fait ça. Alors, commençons par le début. Avant le grand roi, le personnage d'Arthur est assez flou, non ? Très flou. Les toutes premières mentions, on les trouve au IXe siècle, dans un texte qui s'appelle l'Historia Britonum. Et là, on ne parle pas du tout d'un roi. Non, pas du tout. On y décrit Arthur comme un dux bellorum, un chef de guerre en gros, un chef breton qui aurait mené la résistance contre les envahisseurs saxons. Un soldat, un tacticien ? Exactement. On lui attribue une grande victoire, la bataille du Mont Badon, mais ça s'arrête là. C'est un homme de guerre, pas encore une légende. Et puis, 3 siècles plus tard, tout change. Tout bascule. À cause d'un seul homme, ou presque. Un Gallois, Geoffroy de Monmouth. Son histoire des rois de Bretagne ? Voilà, vers 1136, il publie ce livre et c'est un best-seller européen. D'un coup, le chef de guerre devient un roi magnifique, un conquérant, un modèle de monarque chrétien. Il lui invente tout, en fait. La lignée, l'épée. Caliburn, qui deviendra Excalibur, oui, et cette fin mystérieuse à Avalon. C'est lui qui pose toutes les bases. Attendez, mais pourquoi ce besoin soudain de transformer un chef de guerre en roi de légende ? Ah, mais c'est une question absolument centrale. Il y a une raison politique derrière ? Totalement. Vous mettez le doigt dessus. À l'époque, les rois d'Angleterre, les Plantagenets, qui règnent aussi sur une bonne moitié de la France, ont un complexe de légitimité. Face au roi de France ? Face au roi de France, qui, lui, se réclame de Charlemagne. Une figure immense. Les Plantagenets ont besoin de leur propre héros fondateur, un mythe capable de rivaliser. Donc Arthur, c'est leur Charlemagne à eux. Une sorte d'arme de soft power du XIIe siècle. C'est la meilleure définition possible. Arthur est parfait. C'est un roi breton, donc celtique, autochtone, mais c'est aussi un conquérant qui, chez Geoffroy, soumet l'Europe. Il fait jeu égal. D'accord. Donc Geoffroy de Monmouth installe le hardware, si on veut. Le roi, l'épée, le royaume, mais qui ajoute le software, l'amour, les quêtes, tout ce qui nous touche encore aujourd'hui. Ça, ce sont les poètes français, notamment ceux de la cour d'Aliénor d'Aquitaine. Et il y en a un qui domine tous les autres, Chrétien de Troyes. Ah, Chrétien de Troyes. C'est lui qui change la focale. On passe des grandes batailles au tourment intérieur des chevaliers. Et il va jusqu'à inventer des personnages, c'est bien ça. Lancelot, le plus célèbre de tous. Il n'existait pas avant. Absolument pas. Lancelot est une pure création de Chrétien de Troyes. C'est fou ça. Probablement à la demande de sa mécène en Marie de Champagne. Il est créé pour explorer un thème totalement nouveau, le conflit entre la loyauté à son roi, Arthur, et la passion pour la reine, Guenièvre. Il a inventé l'archétype du chevalier torturé. Et la quête du Graal. C'est lui qui ancre définitivement ces histoires dans ce qu'on appelle la matière de Bretagne, un mélange de magie celtique et d'idéal chevaleresque. Et pour que toute cette magie fonctionne, il fallait une scène, un décor. Et c'est là que la Bretagne, et surtout Brocéliande, entre en jeu. De manière spectaculaire. Aujourd'hui, on l'identifie à la forêt de Pimpon et c'est devenu le théâtre à ciel ouvert de la légende. Chaque lieu un peu étrange, une vallée, une source, un vieux menhir, a été aspiré par le mythe. Oui, on lui a attribué un rôle. Le plus connu, c'est sans doute le Val sans retour. Une vallée magnifique, très encaissée, avec ses roches pourpres. Le domaine de la fée Morgane, la demi-sœur d'Arthur. C'est là qu'elle aurait jeté un sort pour emprisonner tous les chevaliers qui étaient infidèles en amour.
jusqu'à ce que Lancelot, le chevalier parfait, brise le sortilège. Ce qui est fascinant avec Morgane, c'est son ambivalence. Elle est à la fois guérisseuse et magicienne noire. Elle veut la perte d'Arthur, mais c'est aussi elle qui l'emmène à Avalon pour le soigner. Et le val sans retour, à la fois superbe et mortel, lui ressemble. Parfaitement. Si on continue la balade, on trouve des lieux plus intimes. Je pense à la fontaine de Barenton. Ah, Barenton. Là, on est dans le merveilleux, dans l'amour naissant. C'est le lieu de la rencontre entre Merlin l'Enchanteur et la fée Viviane. Près de cette source dont l'eau fait des bulles, c'est ça. Oui, comme si elle bouillait. Et la légende locale a ajouté un truc. Si vous versez de l'eau de la fontaine sur la pierre à côté, le perron, vous déclenchez une tempête. Vous avez déjà essayé ? Non, je n'ai pas osé. Mais c'est un exemple parfait de la façon dont le mythe s'approprie le réel. Une source qui bouillonne devient magique, un orage devient un rituel. La légende donne du sens au paysage. Tout à fait. Et parfois, ce paysage raconte des histoires plus sombres. Le tombeau de Merlin, par exemple. Qui, en réalité, n'est que le reste d'une allée couverte du néolithique. Mais l'imaginaire en a fait sa tombe. Et c'est une fin d'une poésie terrible. Merlin, fou amoureux de Viviane, lui apprend tous ses secrets, y compris le sort pour enfermer quelqu'un à jamais. Et elle l'utilise contre lui. Pour le garder pour elle, pour toujours. Elle l'emprisonne, non pas dans la pierre, mais dans une prison d'air invisible. Le plus grand magicien piégé par son propre savoir. C'est poignant. Et au-delà des sites naturels, il y a aussi un lieu bâti qui est central, le château de Compère. Ah oui, avec son immense étang, on sent la magie du lieu. On imagine un autre monde, juste sous la surface de l'eau. Et c'est exactement ce que dit la légende. Compère serait le lieu de naissance de Viviane, la dame du lac. Et sous l'étang, Merlin aurait construit pour elle un palais de cristal. Invisible aux mortels. C'est là qu'elle aurait élevé le jeune Lancelot après la mort de son père, d'où son nom, Lancelot du lac. Ce qui est fou, c'est que les personnages ne sont pas des fantômes, ils habitent vraiment le paysage. Merlin, c'est Brocéliande, Viviane et Lancelot, c'est le lac de Compère. C'est ça, la grande force de l'ancrage breton. Ça rend la légende tangible. Des sites qui avaient déjà leurs propres histoires, leurs légendes païennes, sont rebaptisés au nom d'un héros arthurien. Et ça crée une fusion très puissante entre un lieu réel et un imaginaire collectif. Une fusion qui est toujours bien vivante. Absolument. Et pas seulement dans les livres. Prenez un exemple qui peut surprendre. Le festival du roi Arthur. On est loin de la harpe médiévale, là, hein. Très loin. Ça se passe à Bréal-sous-Maufort, fin août. C'est un des plus gros festivals de musiques actuelles en Bretagne. Rock, rap, électro. Et ça attire combien de monde, ça ? Entre 60 et 70 000 personnes. Imaginez, un festival de rap qui s'appelle Roi Arthur. Le grand écart culturel est assez dingue. C'est la preuve que le mythe n'est pas un truc de musée. Il peut être un marqueur, un prétexte à la fête, même pour les jeunes d'aujourd'hui. Le nom, c'est une identité, pas une contrainte. Et pour une approche plus littérale, il y a le centre de l'imaginaire arthurien. Installé où, à votre avis ? Au château de Compère, j'imagine. Évidemment. Eux, c'est un peu les gardiens du temple. Ils font un travail formidable avec des expos, des spectacles, des balades comptées. Ils ont structuré toute une économie touristique autour de la légende. Il y a même des créations récentes. J'ai vu qu'au bord du lac de Trémelin, il y a une réplique d'Excalibur scellée dans un rocher. Ah oui, je l'ai vu. Et j'imagine le nombre de touristes qui essaient de la retirer chaque année. C'est la preuve que le mythe est une matière vivante. On continue d'en créer des morceaux. Tout à fait. Mais derrière le tourisme, il y a quelque chose de plus profond. Cet attachement à Arthur, ça dit quoi de l'identité bretonne ? Ça raconte une histoire de résistance. À l'origine, Arthur, c'est le chef breton qui repousse l'envahisseur. Au fil des siècles, cette figure a été réinvestie symboliquement face au pouvoir central français. Il incarne une fierté, une culture distincte. Oui, le fameux espoir breton. Cet espoir que le roi n'est pas mort, qu'il dort à Avalon et qu'il reviendra. Exactement. Et ce n'était pas juste un conte, ça a eu un vrai poids politique. Ah oui ? À la fin du XIIe siècle, l'héritier du duché de Bretagne naît dans un contexte très tendu. Sa mère, la duchesse Constance, l'appelle Arthur. Le message est « on ne peut plus clair ». C'est une déclaration politique ? Pour beaucoup de Bretons, cet enfant, c'est la réincarnation du grand roi. La légende devient un programme, un cri de ralliement. En résumé, la légende arthurienne n'est donc pas qu'une histoire britannique. Elle a trouvé en Bretagne une seconde patrie, peut-être même sa vraie patrie spirituelle. C'est ça. Ici, les mythes ne sont pas dans les livres, ils sont dans les roches, dans les sources. Ils ont façonné le paysage, l'économie et une identité. Alors une dernière question me vient. Après tout ce qu'on a dit,
Les archéologues n'ont jamais trouvé la moindre preuve formelle de l'existence d'Arthur. Pas de tombe, rien. Au final, est-ce que ça a de l'importance? C'est toute la question, n'est-ce pas? Et si la véritable vérité de la légende ne résidait pas dans les faits historiques? Mais plutôt dans sa puissance symbolique. Peut-être. Peut-être que sa vérité, ce n'est pas la biographie d'un homme du VIe siècle, mais sa capacité incroyable à façonner l'identité, la culture et même la géographie d'une région pendant plus de 1000 ans. Vu comme ça. En ce sens, la puissance du mythe d'Arthur est bien plus réelle, bien plus concrète et durable que ne l'a sans doute jamais été celle d'un seul homme. Merci d'avoir écouté ce podcast Granit Rose le Mag, consacré à la légende du roi Arthur. Si ce voyage au cœur des légendes de la Bretagne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux et sur granit-rose.fr pour découvrir d'autres récits, des fiches pratiques et toute l'actualité de la côte de Granit Rose et de la Bretagne. À très vite pour de nouvelles explorations bretonnes.